Un économiste connu pour avoir annoncé la crise de 2008 vient de dire qu'une récession est presque inévitable en 2026 et que le SP500, la bourse américaine, pourrait perdre moins 30%. Donc je vous ai déjà fait cette vidéo là-dessus. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant les 5 raisons pour lesquelles cet économiste voit une récession arriver plus tard cette année. Donc ces 5 raisons, c'est la hausse de l'inflation, la baisse de la consommation des ménages américains, l'endettement de ces ménages, les fissures dans le crédit privé américain et la bourse qui est complètement déconnectée de la réalité. Donc commençons par la première raison. Nous sommes en train de vivre le pire crash énergétique de tous les temps. Donc le patron de l'Agence internationale de l'énergie le répète chaque semaine. On a le prix du pétrole maintenant qui est élevé, qui est au-delà de 100 dollars depuis 9 semaines. Et l'inflation qui monte de donnée en donnée. On a eu l'inflation CPI qui est sortie à 3,3%, l'inflation à la production à 4%, et l'inflation à la consommation des ménages qui est sortie à 3,5%. Donc de donnée en donnée, les probabilités de hausse de taux d'intérêt de la Fed sur leur site augmentent. Et en fait, l'inflation, en fait, avec ce qui se passe en Iran et ce qui continue de se passer parce que le pétrole reste élevé, va provoquer des hausses de taux d'intérêt. Parce qu'on n'est pas au Venezuela, aux États-Unis. Quand l'inflation monte, il la contrôle et il la contrôle par des hausses de taux. Les hausses de taux, ça stoppe l'inflation. La monnaie est plus difficile à obtenir, les prêts sont plus difficiles à obtenir parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Les gens consomment moins, les gens, font moins de crédit et donc il y a moins d'argent qui circule et il y a beaucoup d'argent qui sort des investissements au final. Donc la prochaine donnée d'inflation va sortir le mardi 12 mai 2026 et ça va être important à surveiller parce que chaque donnée d'inflation maintenant sort plus élevée que prévu et vient augmenter ses probabilités de hausse de taux. Donc hausse de taux maintenant qui est attendue, qui est pas vraiment attendue en fait, les probabilités augmentent, mais ça augmente rapidement et à ce rythme en fait, fin 2026, on pourrait avoir une hausse de taux. La consommation, donc c'est le moteur de l'économie américaine puisque ça représente 2 tiers de l'activité économique américaine. Jusqu'à présent, il y avait 2 de consommation américaine. En fait, le niveau était assez stable. Sauf que maintenant, les économistes anticipent que cette consommation baisse parce que le prix de l'énergie augmente à plus 12,5% en glissement annuel sur le mois de mars 2026. C'est la plus forte hausse depuis 2022. 2022, on était en bear market sur le crypto et sur la bourse. Et donc, si le prix de l'énergie augmente, ça va de soi de dire que les gens vont moins consommer parce que la même vie pour eux, va coûter plus cher. Donc soit parce qu'ils vont vouloir épargner plus, soit parce qu'ils n'auront pas le choix, mais dans tous les cas, ils vont moins consommer si de l'inflation arrive à cause du prix de l'énergie. D'autant plus que les cartes de crédit, donc le défaut de paiement explose aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont contracté des crédits qui ne peuvent pas rembourser. Donc ils ont du mal financièrement et leur épargne est en chute, à un niveau le plus bas d'épargne aux États-Unis. On est à un niveau d'épargne personnelle de 3,6%. Donc c'est le plus bas depuis 2022, encore plus bas que pendant l'ancien bear market. Numéro 4, c'est le crédit privé. Donc c'est un marché de 3 000 trillions de dollars, 3 000 milliards de dollars aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, le crédit privé, c'est les entreprises qui empruntent directement de l'argent à des investisseurs sans passer par des banques. Donc en ce moment, ça se durcit, il y a eu des défauts de paiement, il y a eu des signes de crack. Donc il y a des boîtes qui souffrent, les investisseurs ils sont un petit peu plus frileux pour investir dans des nouvelles boîtes, etc. Et donc en fait ça crée un cercle vicieux où il y a moins de capital qui circule. Ça fait que les entreprises en fait sont moins confiantes et il y a des valeurs qui sont en baisse. Et donc pour finir, le point qui est le plus visible en ce moment, c'est le marché boursier qui a des niveaux de record historiques malgré le désordre dans le monde en ce moment. Donc le marché boursier américain a terminé la semaine à 7271 points la semaine dernière. En fait, il y a eu des résultats d'entreprises qui sont sortis qui ont été meilleurs que les attentes. Donc les investisseurs, ils pensent que les entreprises en fait sont en train de toujours surperformer avec qui gagnent beaucoup d'argent tous les mois comme si tout se passe bien. Sauf que ces résultats représentent le trimestre précédent, janvier, février, mars, alors que le conflit a quand même démarré début mars. Donc ça représente pas encore bien un contexte économique avec un retour de l'inflation. Et donc tôt ou tard, les chiffres vont finir par rattraper les attentes pour la simple et unique raison que si les gens consomment moins, que les entreprises dépensent moins, au final, les entreprises vont aussi gagner moins. Donc tout ça, ça rappelle en fait le niveau de valorisation élevé d'avant la crise de 2008, où en fait il y avait un gros décalage aussi avec la bourse et l'économie. Donc la question qu'on se pose en ce moment, c'est est-ce que ce qu'on voit, c'est une folie autour de l'IA? Est-ce que c'est une bulle? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est vraiment justifié? Sur un mois, les entreprises comme AMD, Micron, etc., qui produisent des puces GPU pour l'IA conversationnelle, les agents IA, etc., ils ont fait plus 50%. Quand tu regardes l'indice semi-conducteur uniquement, il a fait plus 50%. Enfin, il a fait surtout, il est passé de 7000 points à 10 600 points en l'espace de 2 ou 3 mois. D'autant plus que quand tu regardes les dépenses d'investissement
en ce moment, il est à un niveau de 3,9% en 2026 par rapport à 24% en 2021 et tout ça, ça représente toutes les dépenses d'investissement. Avec l'IA bien sûr, mais tout et donc du coup, ces 3,9%, c'est quasiment que de l'IA. Donc tout va dans l'IA en ce moment et le problème, là où je voulais en venir, c'est que le jour où les entreprises de l'IA, annoncent des résultats d'entreprise qui ne matchent pas les attentes, qui sont en dessous des attentes, c'est là où les gens vont commencer à paniquer, à se dire: «Il y a beaucoup d'argent qui allait dans l'IA aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment justifié?» Parce que là, elle commence vraiment à pas gagner autant d'argent que ce qu'on pense. Donc ça peut arriver dans le contexte actuel, effectivement. Une raison de plus, c'est qu'il y a eu pas mal de licenciements aux États-Unis, que ce soit Meta, que ce soit Square, l'entreprise dans la blockchain. Ils ont licencié des dizaines de milliers d'employés et la question donc c'est, si vraiment le taux de chômage augmente aussi, quand on dépasse les 10 par exemple aux États-Unis, est-ce que le marché boursier pourrait encore tenir à ces niveaux? La question que tu te poses maintenant, c'est quand est-ce que le crash va arriver? Parce que ça fait longtemps que les gens appellent un crash, il est toujours pas arrivé. D'après, l'économiste là, qui annonce ce crash, Schilling, il dit qu'il y ait ces 3 raisons qui arrivent en même temps. Donc la baisse des bénéfices, de l'inflation qui persiste et des licenciements. Donc la baisse des bénéfices, c'est les entreprises qui, donc du coup déclarent des résultats en dessous des attentes. L'inflation qui persiste, c'est si vraiment, de mois en mois, là on voit l'inflation dépasser les 4 et cetera, avec des hausses de taux et que les entreprises continuent à licencier. Donc s'il y a ces 3 raisons qui arrivent en même temps, c'est là où vraiment on pourrait voir, un crash qui arrive et qui peut être assez rapide et qui fasse, moins 30 ou plus. Moins 30 d'après cet économiste, en fait, c'est pas quelque chose de choquant. En bourse, en fait, ça permet de réguler un petit peu le marché boursier, au niveau de l'économie actuelle, de ce qui se passe vraiment et je pense que la leçon à retenir de cet économiste sur cette vidéo, c'est que la bourse, parfois, sur le court terme, elle est un petit peu en décalage avec ce qui se passe dans l'économie, mais sur le moyen long terme, elle finit toujours par rattraper. Et donc là, si on voit vraiment, une croissance des bénéfices des entreprises qui ne matchent plus, qui vraiment ils déclarent des résultats qui sont en dessous des attentes, parce que voilà, il y a moins de consommation des ménages, il y a moins de consommation des entreprises, au final, la bourse pourra pas monter. Voilà, ils pensent vraiment que cette consommation va peser sur les revenus des entreprises, parce que la consommation va baisser et que, les entreprises ne peuvent pas avoir des bénéfices qui augmentent si la consommation baisse. Maintenant la question, c'est pourquoi les marchés résistent? Parce que en fait, il y a 2 raisons. Soit il y a vraiment une confiance solide dans ces entreprises comme Google, Nvidia et les gens pensent vraiment que la demande va continuer d'augmenter, que ces entreprises-là vont continuer de gagner énormément d'argent et qu'au final, il y aura pas de problème et tout va bien se passer. Soit il y a une complaisance et c'est là où c'est problématique et au final, c'est là aussi ça craque, ça peut être dangereux. Fausse alerte ou non? Donc il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques par rapport à ça, qui pensent que voilà, ça n'arrivera pas, c'est que des fausses, news, qui provoquent la peur, mais qu'en fait, il y a pas de crash qui arrive. Le problème, c'est que si cette analyse est juste, ça peut coûter cher et les gens qui sont le plus investis, c'est ceux qui sont le plus exposés et qui risquent de payer, le plus cher, s'il y a une correction de moins 30 en plus. Dans tout ça, le mindset à garder, je pense que que l'investissement, c'est de la gestion de risque, que "It's going up forever", ça n'existe pas, que le marché se régule, donc c'est normal de voir des cycles où ça monte et ça baisse. La question, c'est pas de savoir si cet économiste a raison ou pas, c'est de se dire qu'il faut être préparé dans le pire des scénarios et qu'il faut pas juste avoir un seul scénario en tête où ça monte, ça monte. Il faut quand même être préparé au pire. Même si vous pensez pas que c'est vrai, je pense qu'il faut quand même avoir un plan B au cas où, parce que de l'argent est en jeu. Maintenant, un élément super important, c'est que Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps, le meilleur investisseur, pourquoi? Parce que c'est celui qui a gagné le plus d'argent et c'est lui qui a 397 milliards de dollars de cash en ce moment. Donc si ce meilleur investisseur de tous les temps garde autant de cash et il veut pas investir en ce moment, ça mérite au moins de se poser la question. Et il a fait une interview récemment en disant que ce qu'on voit en ce moment sur la bourse, ça ressemble plus à du casino qu'autre chose et qu'il y a un décalage justement avec la réalité et que pour lui, il y a aucun intérêt à rentrer en bourse en ce moment. Petit point crypto maintenant, est-ce que Bitcoin va vraiment descendre sous les 50 000 dollars? Donc ce matin, il est monté à 80 500 dollars, donc c'est plutôt pas mal pour un bear market. Maintenant, il y avait des liquidités hein, provoquées en fait par des positions à effet de levier. On a vu beaucoup trop de personnes qui pariaient à la baisse avec effet de levier. Avec les nouvelles géopolitiques, c'est monté. Pour moi, c'est beaucoup monté, mais il reste encore des liquidités autour de 81 000 dollars. Donc Bitcoin pourrait toujours monter encore un peu plus haut. Simplement, la tendance de fond reste la même. Il y a des hausses de taux d'intérêt qui se dessinent. Les cryptos, c'est la classe d'actifs qui réagit le plus mal aux hausses de taux d'intérêt. Quand ça arrive, les cryptos crachent. C'est ce qui s'est passé en 2022. Bitcoin est descendu à 15 000 dollars. Par contre, c'est vrai que quand on est en bull run et qu'il y a des baisses de taux,
comme on a vu en août 2025, le marché s'attendait à 2 ou 3 baisses de taux pour la fin d'année. Ethereum est monté à 5 000 $, Bitcoin est monté à 124 000 $. Donc, c'est vraiment important de garder cette notion de baisse de taux en tête et de vraiment comprendre que s'il n'y a pas de baisse de taux, les cryptos ne monteront pas et ils ne pourront pas faire de record historique. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans tous les bear market crypto, le bull trap, donc les montées pendant les bear market, ont été couverts par la SMA 200, donc la moyenne mobile de 200 semaines. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on vient buter dessus et on se fait rejeter. Donc là, cette moyenne mobile, elle est autour de 83 000 $. Donc c'est possible encore qu'on monte jusqu'à ce niveau et qu'on se fasse rejeter. À côté de ça, il y a aussi le RSI de Bitcoin qui mesure le fait que le Bitcoin soit suracheté ou survendu, le Relative Strength Index. Et du coup, il n'a jamais dépassé les 50 en bear market. Là, on est proche de 50. On est peut-être sur le point de le dépasser pour la première fois en bear market. Pour moi, ça ne voudra pas dire que ce soit la fin du bear market, mais ça sera un signe quand même que le Bitcoin pourrait continuer un petit peu sa montée. Voilà, il y a des choses quand même nouvelles qui se passent pendant les bear markets depuis l'arrivée des institutions. Ce qu'on a vu sur le prix du Bitcoin, ça ressemble quand même beaucoup à un bear flag. Donc c'est un pattern de trading qui montre que après une grosse correction, le prix fait des points hauts de plus en plus haut, mais uniquement pour rebaisser ensuite. Et c'est ce qu'on a pu voir dans la hausse de ce matin. Maintenant, du côté de la géopolitique, pour en toucher un mot, donc la paix se dessine, mais n'est pas encore là. Trump qui lance un Project Freedom dans le détroit d'Ormuz pour escorter les navires commerciaux et les faire sortir, et donc libérer un peu de pétrole pour relancer un petit peu les économies. L'Iran qui voit ça un petit peu comme une menace et qui annonce que ça peut être une violation du cessez-le-feu et qui pourrait attaquer justement ces bateaux qui essaient de passer au travers des gardes iraniens. Et l'Iran qui a envoyé un plan en 14 points pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Trump qui dit que les discussions sont positives, mais qu'il n'est pas satisfait parce qu'en fait, le plan iranien, c'est de réouvrir le détroit d'Ormuz dans un premier temps et ensuite de parler du nucléaire. Alors que Trump, lui, il veut parler du nucléaire dans un premier temps. Donc, en clair, la situation est volatile, il y a toujours un risque d'escalade. On l'a vu cet après-midi, il y a une rumeur comme quoi un missile avait été lancé sur un bateau américain. Directement, Bitcoin a descendu à 78 000 $, alors qu'il était monté à 80 500 $. Il faut faire attention, ça se dessine la paix, mais ça peut prendre encore un peu de temps, et puis ça peut toujours s'escalader. Personne ne sait vraiment ce qui peut se passer de ce point de vue-là. Mais le truc qu'on sait, c'est que le prix du pétrole est élevé depuis longtemps, et que le plus longtemps il va rester élevé, le plus il y a un réel risque sur l'économie. Et pour finir sur la régulation crypto, une nouvelle assez positive, c'est que les banques et les échanges crypto ont fini par se mettre d'accord sur le rendement des stablecoins, qu'il y a un examen attendu la semaine du 11 mai par rapport à ça, et que Polymarket maintenant voit 60% de chances pour que ça passe en 2026. Maintenant qu'on soit clair, si le Clarity Act passe en 2026, ça ne sera pas assez pour relancer un bull market crypto, avec des fondamentaux qui sont aussi pourris à côté, avec des hausses de taux qui se dessinent, de l'inflation qui revient. Les cryptos ne pourront pas faire de record historique. C'est tout pour aujourd'hui, donc je voulais vraiment vous demander de me soutenir si vraiment vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire en me disant ce que vous en pensez sur ma vidéo, si vous pensez que cet économiste est à côté de la plaque ou non. Et puis voilà, si vous abonnez, moi ça me pousse vraiment à faire plus de vidéos comme celle-ci. Et mon but c'est d'en faire 1 ou 2 par semaine maintenant, pour vraiment vous tenir informé le mieux possible. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine.